Un homme propose de devenir le jouet favori d'entités qui joue avec les mondes comme à un casino. Un autre choisit de déconnecter le jeu pour de bon. Et entre les deux, le sol se fissure. Avant même que l'histoire s'explique, elle frappe. Voilà comment ça commence. L'énergie oppressive de Han Gang-sok sature l'air, une tentative flagrante de forcer un choix. Mais Sang-woo ne fonctionne pas comme ça. Il ne fait confiance qu'à ce qu'il peut contrôler de ses propres mains. Et justement, il contrôle un outil précieux. L'écaille de l'Imogi vibre. Elle confirme ce que Sang-woo soupçonnait déjà. Han Gang-sok ment. Ce serviteur du système, bien qu'imprévisible, possède un pouvoir d'influence réel et affiche une ambition claire. Faire s'effondrer le jeu lui-même. Une information capitale mais qui ne change pas la menace immédiate. Han Gang-sok, irrité par cette capacité de psychométrie qui gâche son plaisir, lance un éclair haute tension sur le loup blanc. Le message est clair, le temps des discussions est terminé. Sang-woo passe à l'action. Son premier tir, une balle Winter Predator, est un leurre. Il sait pertinemment qu'elle sera bloquée par la barrière de Xion. Son véritable objectif est ailleurs. La cible prioritaire à neutraliser est le dragon. La balle frappe Isabella. Instantanément, la créature est emprisonnée dans un bloc de glace. La réaction de Grace et Bibona est immédiate. Une fureur aveugle que Ji Soo-yoon et le procureur interceptent. Cela libère Sang-woo pour l'affrontement principal. Face à face, les deux hommes clarifient leur position. Han Gang-sok révèle l'horrible vérité. Ce monde est une table de jeu. Il a conclu un pacte avec les parieurs, les entités derrière le système. En échange de la destruction de 3 mondes, il obtiendra ce qu'il désire. Et ceci est le troisième. Sa proposition est perverse. Ne vaut-il pas mieux être le jouet favori de ces dieux, un personnage aimé et donc difficile à abandonner? C'est une vie d'obéissance éternelle au service d'opérateurs inconnus. La réponse de Sang-woo fuse, nette et définitive. Il a joué à ce jeu trop longtemps. Il va s'en déconnecter pour de bon. Le chaos s'installe pour sceller ce refus. La flotte en surface commence un bombardement intensif faisant trembler les galeries. Isabella, dans un élan de rage pure, fait éclater sa prison de glace par une déflagration de flammes. La structure déjà fragilisée du tunnel ne résiste pas. Le plafond s'effondre. Mais Sang-woo a anticipé. Il ordonne à Hano de se préparer. La troupe se regroupe autour de lui tandis qu'il invoque sa tortue noire. L'animal divin se met à creuser avec une vitesse phénoménale, perçant un chemin vers la surface en quelques minutes. Une respiration courte. Les deux camps émergent en même temps. Sang-woo lance l'ordre d'un tir groupé de toute la flotte. La contre-attaque de Han Gang-sok est d'une violence insensée. Des éclairs titanesques balaient le ciel, réduisant près de la moitié des aéronefs en cendres en quelques secondes. Mais cet espace ouvert, c'est le terrain de jeu parfait pour un nécromancien. Le champ de bataille s'élargit et avec lui la capacité de commander une légion. Sang-woo invoque ses morts-vivants. Il charge droit sur Han Gang-sok avec droit en soutien rapproché. Grace et Bibona tentent de l'intercepter. Trop tard, Sang-woo active Twilight Raid et des spectres surgissent pour immobiliser les 2 joueurs sur place. Isabella reste l'ennemi le plus dangereux. Sang-woo le sait. Il se présente à elle apparemment vulnérable. Le dragon frappe un coup au ventre qui est bloqué par droit. Même amorti, l'impact brise les côtes de Sang-woo. Du sang coule de sa bouche. Et pourtant, il rit. C'était le piège. Pendant qu'elle concentrait son attaque, droit l'a enveloppée dans les liens de Gleipnir. Isabella se débat, mais l'embuscade spécialement forgée pour elle par l'atelier Hearst tient bon. Sang-woo lui lance une pique. Cela lui va bien. Puis il se tourne vers Han Gang-sok. Ses yeux deviennent d'un noir d'encre. Il est temps d'avoir une conversation dans un endroit plus calme, un endroit familier. Sang-woo ouvre la porte des enfers. Une notification système s'affiche, invisible pour nous mais lu par Han Gang-sok. Son nom est inscrit dans le livre de la vie et de la mort. Il est aspiré dans le royaume souterrain. À l'intérieur, Sang-woo lance son ultimatum. Dis à tes parieurs de reprendre leur mise et dis-leur de parier sur moi désormais. Avec le roi démon hors de la bataille principale, l'équilibre bascule. Les cartels tombent rapidement. Ji Soo-yoon maîtrise Grace et Bibona. Droit garde l'entrée des enfers. Isabella est toujours ligotée. La reddition est inévitable. Il transfère Isabella sur un aéronef. Maître Hearst est aux anges. Son invention a fonctionné sans même un test préalable. Pour plus de sécurité, il ordonne de l'attacher avec des vrilles d'arbre-monde. De retour à la base, il construira une prison sur mesure. Il ne reste plus que le roi démon et son familier. Cette perspective motive Hano qui demande à Hearst de lui fabriquer un objet, un énorme filet à insectes. Parfait pour sa personnalité. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, la confrontation prend une autre dimension. Han Gang-sok trouve le domaine au goût désagréable. Il est étrangement calme pour un homme acculé. Il infuse son électricité avec une puissance sacrée pour décimer la première vague de morts vivants. Un détail crucial. Il utilise de l'énergie divine sans avoir accès à une puissance divine. Il a préparé une arme spécifique pour contrer le nécromancien. Sun-woo en prend note. Han Gang-sok a peur des morts vivants. C'est pourquoi il sacralise ses attaques. Mais ici, dans le domaine
domaine des enfers, cela ne suffira pas. Song-woo déclenche la punition karmique. Xion, présente, lance une barrière protectrice autour d'eux. Elle informe son maître de la suite. Han Gang-sok ne peut pas tout bloquer. La punition karmique le frappe de plein fouet. Mais il faut comprendre la composition de cette attaque. Elle n'est pas pure. Elle est imprégnée, saturée du bombardement démoniaque de Sun-woo. Chaque éclair karmique devient un détonateur, déclenchant une réaction en chaîne d'explosions démoniaques sur sa trajectoire. Le monde souterrain tout entier se remplit de cette tempête hybride de lumière divine et de feu corrupteur. Han Gang-sok parvient à en réchapper, d'une certaine manière, mais pas indemne. Il saigne abondamment, ses vêtements en lambeaux, une preuve tangible que le nécromancien peut le toucher. Et c'est là qu'il livre sa première révélation. Il admet qu'il avait identifié Song-woo comme une épine potentielle. Il avait envisagé de l'éliminer tôt, mais il l'a laissé en vie, parce que Song-woo s'occupait de problèmes plus importants à sa place. La société de l'évolution, les autres serveurs nationaux, le dévoreur du monde lui-même. Sun-woo a nettoyé le terrain pour lui. Song-woo demande si cette situation, cette confrontation faisait aussi partie du plan. Le résultat ne semble pas brillant étant donné l'état du roi démon. Han Gang-sok sourit. Tout se déroule selon le plan. Et il pose une question qui fait froid dans le dos. Il est le roi démon. Cela ne semble-t-il pas étrange qu'il n'ait aucun suiveur? La vérité éclate. En cet instant précis, ses sbires conquièrent la race démoniaque. Son plan initial incluait les anges plus tard, mais la vitesse de Song-woo a forcé une accélération. Pendant que le nécromancien attirait toute l'attention, une force d'élite a frappé les dirigeants démoniaques. Le plan est parfait. Il révèle alors l'enjeu ultime, la graine du monde qu'il a obtenue en enfer. Avec elle seule, il pourrait devenir roi démon, mais il va collecter la dernière et régner sur ce monde. Sung-woo fait le calcul mental. Pour devenir un dévoreur du monde, il faut un certain nombre de graines. La dernière doit se trouver dans la base principale de la race démoniaque. Han Gang-sok est en train de la voler. Le roi démon le félicite. Il a bien fait en subissant sa transformation divine. Il lui manquait juste de l'expérience. C'est dommage qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Une notification système retentit, glaçante d'impartialité. L'invasion du roi démon a commencé. Tous les effets de défense dans la zone sont affaiblis. Tous les domaines s'effondrent. Le monde de Song-woo n'est plus le sien. Sous la pression de cette autorité supérieure, le domaine des enfers se fissure. Il se brise comme du verre et Sung-woo en est violemment expulsé, retournant dans le monde réel au milieu du chaos. Une autre alerte pour tous les joueurs, un monstre boss, le roi démon, est apparu. Mais Sun-woo sait que ce n'est pas fini. Il a infligé des dégâts considérables dans les enfers. Le roi démon n'est pas invulnérable. Il invoque son dragon d'os. Le squelette colossal entre en collision avec la forme démoniaque de Han Gang-sok dans un choc brutal, primitif. Pendant ce temps, Sun-woo prépare silencieusement son arme, le bombardement démoniaque. Xion, à ses côtés, s'inquiète. Elle croit qu'il vise sa propre personne, un sacrifice. C'est là qu'il active sa compétence cachée, déplacement ombre. Il disparaît dans les ténèbres pour se matérialiser à quelques centimètres seulement de Han Gang-sok à côté du titane. Il libère alors le bombardement démoniaque à bout portant, une concentration de puissance corruptrice destinée à consumer le roi démon de l'intérieur. Sun-woo est certain que ce n'est pas fini. Il va libérer toute sa puissance de feu. C'est une erreur tactique coûteuse. Han Gang-sok, anticipant peut-être cette audace, déchaîne sa contre-attaque. Une vague électromagnétique monstrueuse émane de lui, un dôme de foudre pure qui enveloppe Sun-woo, le dragon d'os et tous les sbires proches. Sung-woo est sévèrement touché. La décharge le frappe de plein fouet. Sur le champ de bataille principal, le chaos règne. Bibona et Grace, captives, supplient leur seigneur démon de les libérer. Les ingénieurs désespérés menacent de décapiter le dragon s'il approche. Xion, l'une des sbires de Han Gang-sok, les repousse avec mépris en utilisant Isabella, toujours prisonnière de ses entraves, comme un projectile. Han Gang-sok ordonne à Grace de libérer Isabella. La démonesse tente mais échoue. Ses entraves nécessitent un sort d'annulation de niveau ultime. Impossible à lancer ici sans les bons artefacts ou du temps. Ji So-yoon tente une interception mais elle est facilement repoussée. Le rapport de force est trop inégal. Le roi démon prend une décision pragmatique. Ils vont simplement emmener Isabella avec eux pour l'instant. Xion ouvre un portail de retraite. Il commence à s'y engouffrer, mais soudain, Isabella est tirée en arrière par une force invisible. Maître Yers, le forgeron, apparaît. Il demande, sarcastique, s'il pensait que le meilleur forgeron du monde n'avait pas préparé de mesures anti-vol sur ses créations. Le portail se referme. Le temps presse. Han Gang-sok prend une autre décision, froide et logique. Ils n'ont pas d'autre choix que de partir sans elle. Isabella, abandonnée, les supplie, s'arrache et sa trahison déjà palpable. Alors qu'ils se précipitent vers un nouveau portail, une silhouette apparaît derrière eux.
Han-Oh. Il demande calmement s'ils oublient quelque chose. Avec lui, le groupe de Song-woo compte 3 membres. Il ne devrait pas l'insulter. L'arrogance rencontre la réalité. Han-Oh est repoussé d'un simple coup de pied de Han Gang-sok. Le portail se ferme à nouveau, mais c'était la feinte, le vrai piège. Alors qu'ils ouvrent un 3e portail et s'y engagent, Han Gong-sok entend une voix familière, celle de Han-Oh, qui n'était pas là où il était supposé être. La révélation est immédiate. Han-Oh s'est servi de lui-même comme appât, comme distraction, pour capturer Xion. Il dit à Han Gong-sok de continuer à l'ignorer. Sa collection de papillons, son objectif secret, est un succès. Le portail se referme, emportant Han Gang-sok et les cartels, mais laissant Xion derrière. Le champ de bataille se calme, laissant place à l'interrogation. Han Gang-sok reste le joueur numéro 1, le roi démon, une entité cherchant à détruire le monde. Han-Oh connaît ses limites, il ne peut même pas rêver de l'affronter directement. C'est pourquoi il a opté pour le bug, pour le contournement, pour capturer un morceau du plan plutôt que d'affronter le planificateur. Il se tourne vers Xion, captive. Il lui demande si elle est l'un des 4 seigneurs démoniaques ou juste un parasite, un animal de compagnie. Xion réplique avec fureur. Elle exige le respect car elle est la compagne de Han Gang-sok. Ah-Oh lui rétorque avec un cynisme parfait. Pourquoi un être divin comme lui devrait-il lui témoigner du respect? C'est elle qui l'a traité comme de la poussière par le passé. Le retournement est en cours. Pendant ce temps, de l'autre côté, Isabella explose de colère. Abandonnée par le roi démon, sa rancœur ne vise plus seulement la faction de l'arbre monde. Elle s'étend maintenant à Han Gang-sok lui-même. Une faille dans l'alliance démoniaque vient de s'ouvrir. Song-woo, analysant la situation, voit l'opportunité. Un dragon vivant vaut plus qu'un composé d'os, mais l'urgence demeure. Il faut empêcher le roi démon d'obtenir la graine du monde final. Le loup blanc, qui a miraculeusement survécu à l'électrocution massive, intervient. Ils ont besoin d'une piste pour retrouver Han Gang-sok. Song-woo a la solution. Il leur donne simplement de lire les souvenirs de Xion. De l'autre côté, Xion insulte le loup blanc, le traitant de chien puant. Le loup blanc, calmement, lui fait remarquer que c'est la 2e fois qu'il se fait attaquer par Han Gang-sok. Il informe que cette séance de lecture de mémoire va être particulièrement difficile pour elle. Une promesse, pas une menace. Il se met au travail, le temps passe. Quelques instants plus tard, le loup blanc a terminé. Il informe Song-woo de tout ce qu'il a découvert dans l'esprit de Xion. Les plans, les localisations, les faiblesses. Song-woo n'a pas besoin d'en entendre plus. Il ordonne au lancier Kyang-soo de réorganiser leurs forces. La contre-attaque a une destination. Il se dirige directement vers le château du roi démon. Loin de là, dans la grande chaîne de montagnes, les frères Tigre sont presque terminés de récolter les pommes de terre. Ils sont perplexes comme souvent quant à la raison pour laquelle leur roi n'en mange que. Ils trouvent une grotte, une fumée violette et inquiétante en sort. Poussés par la curiosité, ils entrent. La fumée s'épaissit, devenant insupportable, drainant leur point de vie à chaque pas. Après quelques mètres, ils trouvent enfin leur roi. Le roi leur demande ce qu'ils font là. Les frères Tigré, suffocants, s'enquièrent de ce qu'ils portent. Le roi porte un masque à gaz qui annule les effets de l'élan de l'abîme, la fumée toxique. Les frères supplient leur PV dangereusement bas. Le roi, avec une certaine nonchalance, leur fournit à chacun un masque. Une fois sauvés, ils demandent enfin ce qu'il fait ici. Le roi leur informe avec une fierté évidente qu'il vient de terminer une invention merveilleuse, la meilleure liqueur du monde, infusée avec l'essence de la chaîne de montagne et avec un goût très élégant de mort. Le jeune tigre, dans sa stupidité adorable, demande au roi s'il va la boire. Le roi le regarde, mettant en doute sa loyauté par cette simple question. Le moment est suspendu, entre l'absurde et le profond, alors que le monstre le plus ancien du serveur tient dans ses mains une création qui pourrait tout changer. Le roi démon laisse ses paroles résonner dans le silence. Seuls ceux qui peuvent apprécier la mort elle-même sont dignes de la boire. C'est une philosophie de vainqueur ou peut-être d'entité qui a déjà transcendé la simple notion de vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la réalité, la résistance s'organise non pas avec des philosophies mais avec une logistique impitoyable. Le lancier Kyung-soo diffuse l'ordre. Préparation immédiate pour l'infiltration de l'Amazonie. L'équipe avancée se tient prête à activer l'Hypergate, ce pont technomagique qui va faire basculer l'échelle du conflit. Song-woo observe les préparatifs. Sa réflexion est un calcul froid. Les vieilles divisions, races, factions deviennent des variables obsolètes. Il ne reste qu'une seule équation. Arrêter Han Gang-sok avant qu'il ne récupère la graine du monde et n'en devienne le dévoreur. Mais pour frapper le château, il faut d'abord y accéder. Et c'est là qu'intervient Ah-Oh face à Kizion. La menace du portail est sur la table. Kizion résiste, fidèle à son maître. Ah-Oh, lui, n'a pas le temps pour les longs discours. Il sort un pulvérisateur d'insecticides.
La méthode est absurde, presque comique, mais son application est d'une froideur clinique. Il asperge Kizion, il augmente la dose. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est une expérience. Une torture calibrée pour briser une volonté démoniaque. Il lui présente le choix avec une logique tordue. Coopérer pour arrêter cette expérience ou subir indéfiniment pour la prospérité de l'humanité et son amusement personnel. Le loup blanc observe la scène, un commentaire sec en tête. Xion craque, l'orgueil cède face à l'inconfort physique incessant. Elle accepte d'ouvrir le portail. C'est la première brèche. Le domaine du roi démon, réputé impénétrable, va être violé non par la force brute, mais par une pression psychologique appliquée avec un produit de supermarché. L'atmosphère de l'Amazonie est lourde, sombre, saturée d'un mana hostile. Un petit portail se déchire dans cet air épais. L'équipe avancée y pénètre. Le château du roi démon se dresse au loin, et c'est une révélation. Ce n'est pas une forteresse lustrée ou une citadelle menaçante. Cela ressemble à une relique en ruine, à une structure ancienne et érodée par les âges. L'apparence est trompeuse. Sa puissance ne réside pas dans la pierre, mais dans ce qui l'alimente. L'équipe agit avec une précision militaire. L'hypergat est installé sur place. L'activation suit. Et en quelques minutes, le ciel de l'Amazonie se déchire pour de bon. La flotte entière de la faction de l'Arbre-Monde, ses forces d'élite, tout ce qui reste de la résistance organisée des joueurs, déverse son potentiel de guerre dans le domaine ennemi. Le lancier Kyongsu rapporte à Sun Woo. Toutes les forces sont en position. Les préparatifs sont terminés. Sun Woo n'a pas besoin de haranguer les troupes. Son ordre est simple, direct et porte en lui tout l'enjeu. Détruisez le château du roi démon. À cet instant précis du récit, lui, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? L'assaut commence. Les aéronefs ouvrent le feu sur la barrière protectrice entourant la relique. Les impacts sont spectaculaires mais inefficaces. Le procureur en analyse note immédiatement la différence. Cette barrière est d'un ordre de puissance supérieure. Elle est liée à une source divine, probablement la graine du monde elle-même. Sun Woo évalue les options. L'arc du ciel serait l'outil idéal pour un test de pénétration, mais il est en période de recharge. Un problème de timing. Mais ils ont une solution alternative. Une solution à l'échelle d'un désastre. Isabella le dragon rouge entre en scène. Elle arrose la barrière de son souffle destructeur. L'attaque est d'une violence tellurique. Amo ne peut s'empêcher de commenter, surpris par la facilité avec laquelle ce dragon s'est rallié à leur cause. Le procureur donne l'explication. Une déception profonde envers Angang Sok. Et c'est Amo, encore lui, qui a joué avec ses émotions pour la retourner. Sun Woo, lui, ne se berce pas d'illusions. Les émotions sont un levier, pas une garantie. On ne contrôle pas une force de la nature avec de belles paroles. C'est là qu'intervient la pièce cachée, l'assurance absolue. La laisse du maître Ears, toujours accrochée au dragon. C'est un dispositif de contrôle ultime. Si Isabella montre la moindre velléité de trahison, une commande à distance injectera une pointe tueuse de dragon directement dans sa nuque. La blessure serait mortelle. C'est la vérité froide derrière l'alliance. Ji So-yoon, juché sur son dos, a pour mission principale de surveiller chaque frémissement, la télécommande virtuellement en main. Sous l'assaut draconique répété, l'impénétrable barrière commence à faiblir, à craqueler, puis s'effondre. La voie est libre. Anno, avec son instinct de pillard, se prépare à foncer. Une notification système retentit pour tous les assaillants, officialisant l'instant. Le raid du château du roi démon a commencé. Et cet événement n'est pas secret. Il est diffusé en direct à la planète entière. La journaliste Anne sert de narratrice à ce coup de théâtre mondial. Elle expose la manœuvre. Le roi démon est absent, parti chasser la graine du monde. Et la faction frappe son antre vide. La réaction du monstre à son retour promet d'être apocalyptique. Soudain, la diffusion est interceptée. Un joueur utilise le canal officiel pour un message mondial. Han Gang-sok, le numéro 1 coréen, le seigneur des lieux en train d'être attaqué. Son visage s'affiche, son avertissement est glacé. Il promet une extermination totale de chaque joueur de la faction dès son retour. Aucun pardon. Puis vient la manœuvre politique, le coup de maître pour semer la division. Il offre une seule issue aux assaillants pour survivre, prouver leur loyauté en tuant le nécromancien. Il ne déclare pas seulement la guerre à la faction, il lance une chasse à l'homme mondial contre Sun Woo, espérant faire imploser la résistance de l'intérieur. La journaliste Anne comprend immédiatement la portée de l'acte. C'est une déclaration de guerre à la terre entière. Certains analystes y voient l'émergence d'une nouvelle faction à rejoindre, mais l'expérience du public façonnée par des mois de crise parle plus fort. Depuis le début, dans l'ombre comme en pleine lumière, c'est toujours le nécromancien qui s'est tenu aux côtés des joueurs face au désastre. La journaliste prend son parti. Elle annonce une diffusion biaisée. Elle a choisi son camp. Sur le champ de bataille amazonien, la faction marque une pause. Le système réagit à l'ampleur de l'affrontement. Une fenêtre de quête cachée s'ouvre devant chaque membre. À titre: bataille de la subjugation du château du roi démon. Type: raid de donjon. Objectif:
capturer le château. Récompense inconnue. La quête est acceptée. Une deuxième notification suit définissant les règles de l'assaut. Pour prendre le château, il faut conquérir un labyrinthe. Le raid va se diviser en deux routes, la route d'attaque et la route de défense. Le jeu vient de formaliser l'apocalypse en une instance jouable. Le labyrinthe vient de répartir ses pions, une dispersion aléatoire, un coup de dé du système pour isoler les forces et maximiser la confusion. Son Woo se retrouve avec un noyau dur. Droit, le chevalier de la mort, Miryu, Liyue et quelques élites. C'est une équipe puissante, mais c'est précisément le problème. Le héros le comprend immédiatement. C'est le pire scénario. Tous leurs atouts sont concentrés ici, laissant les autres groupes vulnérables. Il espère simplement qu'ils survivront. Le labyrinthe joue déjà avec eux. Les murs sont bordés de statues. Leurs yeux suivent les mouvements des intrus. Des gargouilles, elles n'attaquent pas encore. Elles observent. C'est une pression psychologique constante. Un test pour voir qui va craquer le premier. Liyue envoie un esprit en éclaireur. Il revient avec une information. Une porte marqué du chiffre 4. Sun Woo n'a aucun indice sur sa signification, mais le commandant taïwanais Huang a une bouée de sauvetage. La radio fonctionne, une ligne de communication fragile à travers les dimensions du labyrinthe. Le héros saisit l'appareil. Il a besoin d'un état des lieux. Les rapports arrivent. Amo et le procureur sont dans une zone avec 120 et un autre joueur, une force conséquente. Ji Soo-yoon, le capitaine Chen et le dragon rouge Isabella sont dans une autre, avec 109 personnes. Et là, Sun Woo identifie immédiatement le point de friction principal. Ils ne peuvent pas considérer le dragon comme un allié. C'est une arme à double tranchant, un détonateur placé au cœur de leur groupe. Mais Ji Soo-yoon possède la télécommande du gardien. Un frein d'urgence. C'est maigre, mais c'est mieux que rien. Compte tenu de tout cela, Sun Woo n'a qu'un ordre. Avancer. Ils atteignent la porte numéro 4. Elle s'ouvre sur une arène circulaire immense, un amphithéâtre taillé pour un spectacle très spécifique. Une notification s'affiche, froide et impersonnelle. Un monstre boss caché est apparu, Petros. L'entité se présente avec une courtoisie sinistre. Il salue les explorateurs. Il les accueille à la porte numéro 4, son domaine. Il se présente comme l'analyste du pouvoir du roi démon. Et il leur assène la première gifle. Ils ont eu la pire chance du labyrinthe. Ils sont entrés par la porte au taux de réussite le plus bas. Sun Woo décode immédiatement le protocole. Cela ressemble à un jeu. Gagner signifie passer à la porte suivante. Petro confirme. Il complimente même le nécromancien pour sa perspicacité. Puis il expose les règles. Un tournoi de duel en 1 contre 1. 3 matchs, un seul participant autorisé par côté. Mais Petros a peur. Il a construit cette arène brique par brique. Il ne veut pas la voir réduite en poussière par les invocations massives de Sun Woo. Alors il instaure une règle de liste d'interdiction. Chaque camp peut bloquer une catégorie d'unités. Humanoïdes, bêtes, plantes, machines, incorporelles. Petros joue en premier. Il connaît son adversaire. Il a observé Sun Woo depuis longtemps, pensant même qu'il pourrait devenir un camarade. Il a vu son ascension fulgurante. Et il a vu ce qu'il considère comme son erreur fatale. Refuser l'offre du roi démon. Une stupidité de niveau D selon ses termes. Alors il interdit le type bête. Un coup bas calculé. Il vise directement l'atout le plus évident et le plus redoutable de Sun Woo, le dragon d'os, le serpent d'os, toute la faune mort-vivante massive. Il demande au héros avec un mépris palpable ce qu'il peut bien faire maintenant. Sun Woo ne répond pas. Il avance simplement vers l'une des 5 statues et pousse celle du type bête. Il choisit la même interdiction. La logique est imparable. Si lui ne peut pas utiliser ses bêtes, il s'assure que Petros ne pourra pas non plus en aligner. Il égalise le terrain en supprimant un avantage potentiel de l'ennemi. C'est du Sun Woo pur, pragmatique, dépourvu de fierté inutile. Petros, sûr de sa victoire, ouvre un portail. Il présente son premier champion, Goliath, un guerrier géant, un expert du combat singulier. Il demande avec arrogance si l'un des serviteurs de Sun Woo a une chance. Le héros pourrait invoquer son ogre ou du larrain, mais Goliath les surclasse déjà en taille et en puissance brute. Les chiffres ne mentent pas. Alors Sun Woo fait un mouvement que personne n'attend. Il avance lui-même dans l'arène. Petros entre dans une rage folle. Le nécromancien ose s'engager personnellement. C'est un affront à son jeu, une sous-estimation de ses champions. Sun Woo le calme d'une phrase. Il avertit le clown de ne pas juger la valeur d'un homme avant d'avoir vu toutes ses cartes. Le héros a ses options. La Légion d'unité, l'équipe des prisonniers, les gigantesses, les scellés restent indisponibles, leurs exigences de rang trop élevées. Son choix se porte sur les gigantesses de la Légion des Ténèbres. L'invocation est un choc pour Petros. La créature qui émerge est si colossale que Goliath, le géant, ressemble à une fourmi à ses pieds. Petros est stupéfait. Sun Woo n'a jamais déployé cette créature, même contre le roi démon. Il cachait encore des cartes.
La profondeur de son arsenal est un abîme. Son mot lance le défi. Ils vont vérifier la véritable valeur de Goliath dans un vrai combat. Le premier round commence. L'action est d'une brutalité simple. D'un simple revers de sa main monstrueuse, le gigantesque projette Goliath à travers l'arène comme un fétu de paille. La supériorité numérique affichée par Petros vient de se briser contre une supériorité dimensionnelle. À ce stade du récit, tu lui fais confiance, toi? Pendant ce temps, dans une autre zone du labyrinthe, une autre bombe à retardement est sur le point d'exploser. Isabella, le dragon rouge, bouillonne. Le roi démon l'a jeté directement dans le camp ennemi et ses humains ont l'audace de la retenir, de l'utiliser comme un outil pour leur raid. L'humiliation et la rage sont un feu dans sa poitrine. Mais cette colère l'a fait réfléchir. Ses souvenirs sont fragmentés. Son premier souvenir est de se réveiller en furie dans une jungle tuant des joueurs. Pourquoi est-elle toujours en colère? C'est une faille pour un être supérieur. Et cette voix constante dans sa tête qui lui ordonne de détruire, de conquérir, d'où vient-elle? Jisoo-yun l'interrompt. Il est temps de bouger. Isabella la méprise. Cet humain est correct, mais insignifiant. Elle pourrait la tuer d'un geste. Puis Jisoo-yun sort la télécommande du gardien. La réaction d'Isabella est immédiate. Toute velléité de rébellion s'éteint. Elle annonce qu'elle va bouger, sachant très bien qu'elle mourra si elle refuse. C'est une soumission forcée, teintée d'une haine glaciale. Jisoo-yun lui assure qu'elle ne veut pas la tuer. La réponse du dragon est un éclair de personnalité pure, sauvage. Mourir ou laisser quelqu'un prendre sa vie est sa décision. Elle agit selon ses émotions. Si elle veut tuer, elle tue. Si elle veut déchaîner sa rage, elle le fera jusqu'à la mort. Personne d'autre ne décide pour elle. C'est une déclaration d'indépendance absolue, en totale contradiction avec la laisse électronique qui la tient. Jisoo-yun saisit cette faille. Elle pose la question qui va tout faire basculer. Elle demande à Isabella si elle agit vraiment selon sa propre volonté et ses propres pensées. Isabella est déstabilisée. Que veut dire cette humaine? Jisoo-yun pousse son avantage. Elle lui demande pourquoi elle s'est alliée au roi démon en premier lieu. La question reste en suspense, un coin enfoncé dans l'esprit confus du dragon. C'est le début d'un travail de sape. Jisoo-yun ne combat pas la force avec la force. Elle attaque le logiciel. Elle remet en question la programmation même d'Isabella, cette voix intrusive qui pourrait bien ne pas être la sienne. Le labyrinthe teste les corps avec ses pièges et ses duels, mais il teste aussi les esprits. Et dans cette arène, le plus fragile n'est peut-être pas le prisonnier, mais son geôlier. La colère d'Isabella est palpable, une onde de choc émotionnel qui précède l'explosion. Mais Jisoo-yun ne recule pas. Elle lui parle de quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un comme elle, des souvenirs anciens gravés comme dans la pierre, mais qui refusent de venir. Ce n'est pas une conversation, c'est un diagnostic. Et le diagnostic est sans appel. Jisoo-yun lui lance la vérité en pleine face. Tout est faux, les monstres qu'elles étaient censées combattre, ce n'était pas elle. L'ennemi réel, le véritable geôlier de cette prison, c'est le système lui-même. C'est à ce moment que la réaction d'Isabella bascule. La colère explose, mais ce n'est plus une colère aveugle. C'est la fureur de quelqu'un à qui on vient de révéler qu'elle a passé sa vie à se battre contre le mauvais adversaire. Pendant ce temps, à l'extérieur du château du roi démon, la géographie du conflit se complexifie. Un portail s'ouvre dans cet enfer vert. King et ses tigres d'élite en émergent, l'air aussi déplacé qu'un félin dans un bain. King marmonne sur la densité de la forêt. Ses lieutenants se plaignent de la chaleur sous leur fourrure. Le décor est presque comique, mais l'enjeu ne l'est pas. Un jeune tigre ose poser la question qui brûle toutes les langues. Pourquoi les aider autant? Pourquoi soutenir la faction de l'arbre monde au point de se fatiguer les racines? La réponse de King est d'une simplicité désarmante. Il ne sait pas. Il ne sait pas parce que la raison est un acte de pure rébellion contre la voix qui hurle en permanence dans son crâne. La voix du système. Elle lui ordonne de construire un empire, de dévorer les faibles, de devenir fort. Elle exige le sang des joueurs humains. Alors King fait l'exact opposé. Chaque aide apportée, chaque mouvement tactique est un doigt d'honneur lancé à cette autorité invisible. Puisque la voix lui dit de tuer, il va sauver. C'est un calcul simple, une logique de contrition absolue. Il ordonne à ses tigres de se précipiter. La bataille fait rage aux abords du château et leur rôle est désormais clair. Ils sont du côté des humains. De l'autre côté du conflit, dans l'arène, la démonstration de force de Sun-woo atteint son point culminant. Face à Petros et ses champions, il ne négocie plus. Il expose. Gigantesque, le géant de la race scellé dans le Tartare après la guerre contre les dieux, n'est pas un simple invoqué. C'est une déclaration de puissance historique. En un instant, les trois champions de Petros sont balayés. Sun-woo informe froidement Petros de son intention de s'emparer des os de ses champions. La conversation tourne au duel verbal. Un clown qui ne rit plus, un adversaire qui n'est plus d'humeur. Les paroles sont encore dans l'air que la faux de la mort de Sun-woo a déjà tranché. Il n'y a pas de cérémonie. Sun-woo sait que Petros ne fait que gagner du temps. Alors il met fin au spectacle.
La tête de Petros roule et une notification système confirme le passage de la porte. 2 sur 7. La pensée de Sun Woo est immédiatement stratégique. Si lui en a franchi une, alors Ji Soo-yoon ou Ano doivent avoir pris l'autre. Le capitaine Hwang confirme. Une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Justement, de l'autre côté, Ano est en train de réécrire le manuel du franchissement de porte. La scène est un cauchemar mécanique. Pièges de feu au plafond, fléchettes empoisonnées au sol, acide ruisselant des murs. Un dispositif conçu pour hacher menu quiconque ose avancer. Mais Ho n'avance pas, il charge. La tortue divine qui l'enveloppe transforme le cauchemar en promenade de santé. Les pièges se brisent sur sa carapace comme des vagues sur un rocher. Il trouve le noyau de la porte, le pulvérise et une autre notification retentit. 4 portes sur 7 sont tombées. La fierté de Ano est palpable, presque enfantine. C'est lui le record. Mais le procureur à ses côtés tempère l'euphorie. Dans un labyrinthe, la vigilance ne baisse jamais. Ils ignorent ce qui les attend. Les nouvelles des autres fronts arrivent. Sun Woo, une porte. Ji Soo-yoon, 2. Et elle est sur la 3e. L'information circule, mais une nouvelle rumeur plus inquiétante commence à monter des profondeurs. Une chaleur intense et des murmures, un dragon enragé. Sun Woo, lui, pénètre dans la seconde porte. L'ambiance change radicalement. Une humidité lourde, une eau polluée que les esprits de Liyue détestent. Le capitaine Hwang signale une mare à proximité. Et cette mare donne naissance au boss de la salle. Le basilic émerge annonçant les règles avec la condescendance d'un maître de jeu sûr de sa victoire. La salle va se remplir d'eau. Ils doivent le vaincre avant de se noyer. Une épreuve contre la montre dans un environnement hostile. Sun Woo l'écoute à peine. Son regard est celui d'un collectionneur évaluant une pièce rare. Son commentaire est à peine un murmure. Tu n'es pas aussi bon qu'Imogi, mais tu vaux le coup. C'est le signal. Gigantesque jaillit des eaux obscures, ses mains colossales se refermant sur le corps sinueux du basilic. La créature réagit avec la férocité qu'on attend d'un boss, plantant ses crocs empoisonnés dans le bras du géant. Mais Sun Woo joue avec un avantage caché que le basilic n'avait pas anticipé. Ce n'est pas une arnée aux règles strictes. Les limitations d'invocation sont levées. Un deuxième gigantesque émerge de l'ombre saisissant le basilic par l'arrière. Le piège se referme. L'analyse de Song Woo est déjà technique. Les crocs sont l'arme principale, vecteur d'un poison puissant. L'ordre est donné et il est exécuté avec une brutalité chirurgicale. Les crocs sont arrachés. Le but n'est pas la simple victoire, c'est l'acquisition. Song Woo a en sa possession le bracelet du dragon rouge, un artefact capable d'invoquer des soldats au croc de dragon. La fusion de ce croc empoisonné avec l'objet promet une évolution significative. Maître Ernst, l'artisan, aura de quoi travailler. C'est à ce moment précis, au milieu de cette collecte méthodique, que le message externe arrive. Le capitaine Hwang le relaie et le ton change. Le maître de maison est de retour. Le roi démon est là. À l'extérieur, l'enfer se déchaîne. Les démons envahissent les aéronefs en vague continue. Les ordres claquent sur les ponts des vaisseaux, salve complète. Il faut tenir le portail vers Suwon à tout prix. Le franchir signifierait la fin. Maître Ernst, depuis son poste, constate l'inexorable. Ils affluent sans cesse. Ce qui arrive dans la partie 2 remet en question tout ce qu'on vient d'établir. Le roi démon vient de lancer un éclair capable de pulvériser une flotte entière et l'humanité répond en rechargeant ses batteries avec. Pour ceux qui ont oublié à qui ils ont affaire, Maître Ernst et le lancier Kyung-soo sont sur le point de leur rappeler. Avant même que l'histoire s'explique, elle frappe. Voilà comment ça commence. L'éclair géant de Han Gang-sok s'abat sur la flotte, un torrent de destruction censé réduire les vaisseaux en cendres. Mais au lieu d'une explosion, c'est un silence étrange qui suit. Aucun dégât, aucune épave. Les écrans des opérateurs, eux, s'illuminent d'une manière très particulière. Les jauges de mana de chaque aéronef viennent de passer du rouge au vert vif, indiquant une recharge à 100% en un instant. Le cadeau pour les fainéants n'était pas une arme. C'était un piège à énergie, un convertisseur conçu pour absorber et rediriger une attaque magique massive. Maître Ernst le dit avec ce cynisme d'ingénieur qui a déjà vu la faille et l'a corrigée. On n'est pas un vrai ingénieur si on ne répare pas les problèmes après les avoir identifiés. La première fois que le roi démon a frappé la flotte, c'était une leçon. Cette fois, c'est une contre-attaque. Le lancier Kyung-soo n'a pas besoin qu'on lui dise 2 fois. L'ordre est immédiat, utilisez toute ce mana volé. Les canons des aéronefs se mettent à tonner, mais cette fois, leurs boucliers sont aussi alimentés par la foudre de l'ennemi. La flotte, qui était une cible, devient soudain une forteresse volante. Du côté des cartels, la stupéfaction est totale. Paolo trouve ça agaçant. Grace pose la vraie question, le roi démon a-t-il déjà vu une chose pareille dans tous les mondes qu'il a détruits? La réponse de Han Gang-sok est un choc silencieux. Non, jamais.
Dans les mondes précédents, la technologie magique stagnait. Ici, elle a évolué. Song-woo a eu trop de temps et il a construit quelque chose d'imprévisible. C'est à ce moment précis que la perception de Han Gong-sok capte une perturbation dans son château. Song-woo est plus rapide que prévu. Le plan change dans la seconde. Il ordonne au cartel de se diviser, de traquer et d'éliminer les membres de la faction de l'Arbre-Monde à l'intérieur du château. Lui, il va droit au noyau. Il ne peut plus se permettre de jouer avec cette flotte. Il ouvre un espace secret en périphérie du château, un passage qu'il pense contrôler. C'est la première erreur de calcul. Dès qu'il descend, ce ne sont pas des couloirs vides qui l'attendent, mais des spectres. Et avant même que son cerveau n'enregistre la présence de ces morts vivants, les bombardements démoniaques pleuvent. Sun-woo l'attendait. Il a préparé une embuscade sur un chemin que le roi démon croyait sien. Han Gong-sok réagit vite, il se retire dans la structure même du sol pour esquiver. Mais dans ce jeu de chat et de souris, Sun-woo a amené un chien de chasse de taille appropriée. Un point colossal pulvérise la couverture de pierre. Les gigantes Han Gong-sok n'avait aucune idée de leur existence. Le choc est à la fois physique et mental quand il se fait frapper de plein fouet. Et ils ne sont pas seuls, les soldats de l'Aden du dragon chargent. La réaction du roi démon est violente, instinctive. Il les grille sur place avec une décharge à haute tension. Même surpris, sa puissance brute est terrifiante. Il a connu des nécromanciens avant, mais jamais avec une armée aussi variée, aussi tactique. C'est là que Song-woo passe à l'analyse en direct. Il perçoit quelque chose que les autres ne voient pas. Han Gong-sok a épuisé une quantité massive de mana quelque part. Sa puissance de sortie est toujours monstrueuse, mais à l'intérieur, il y a un indice d'épuisement. Sans compter les dégâts accumulés lors des combats dans le monde souterrain. Le calcul de Song-woo est froid. Si c'est maintenant, il peut en finir. Le dévoreur blanc sort de l'ombre. La vue de l'arme de son adversaire qui ose le défier en face fait perdre les derniers restes de calme à Han Gong-sok. Il s'embrase littéralement, l'électricité crépitant autour de lui pour repousser les sbires qui se jettent sur lui. C'est une diversion. Pendant qu'il est occupé, Droit se faufile derrière. L'assassin fantôme lève sa lame pour un coup fatal, mais une balle de revolver, une arme secondaire que personne n'avait vue, frappe Droit. Han Gong-sok a encore des cartes. Song-woo ne lui laisse pas le temps d'en jouer une autre. L'assaut crépuscule plonge la zone dans une pénombre artificielle. Dans cet instant de confusion visuelle, il utilise l'échange d'ombres. Sa main émerge de l'ombre de Han Gong-sok lui-même et agrippe le poignet qui tient le revolver. Le commentaire est un coup de couteau verbal. Tu sors une arme secondaire que tu n'as jamais utilisée auparavant. Han Gong-sok, tu es vraiment au pied du mur. La fureur du roi démon atteint son paroxysme. Il explose, libérant un champ électrique à haute tension à même sa peau. Si être frit par la foudre est ton souhait, alors voyons combien de temps tu tiens. Sun-woo sourit intérieurement. C'est exactement la réaction qu'il attendait. Ce duel devient maintenant une épreuve d'endurance pure, une question de réserve de mana. Il active l'armure bouillante du dragon rouge. Les écailles rougeoyantes canalisent et dissipent la chaleur et l'électricité. Sun-woo résiste, mais le médaillon autour du cou de Han Gong-sok se met à briller d'une lueur bleue sinistre. Ce n'est pas la même électricité, c'est quelque chose de plus ancien, de plus concentré. L'éclair bleu frappe Sungo à bout portant, contournant la défense de l'armure et lui infligeant des dégâts massifs. Han Gong-sok ricane, ne me sous-estime pas, nécromancien. J'ai aussi beaucoup de cartes dans ma manche. Song-woo, à genoux, relève la tête. Il n'a pas encore fini de révéler sa présence. L'autorité du roi des ombres est invoquée. Des tentacules d'ombre jaillissent de partout, enserrant Han Gong-sok, immobilisant ses membres, neutralisant sa mobilité. La faute du régent de la mort apparaît dans la main de Song-woo, prête pour la décapitation. Le médaillon réagit une dernière fois. Une multitude d'éclairs bleus en éruption. Un ultime recours détruit les ombres qui le retenaient et engloutit Song-woo dans la déflagration. Han Gong-sok croit avoir retourné la situation. C'est alors qu'il sent la piqûre dans son dos. Le sourire de Song-woo derrière la fumée est amer. Il lui fait savoir que ce fragment d'os, cette dent de basilic plantée dans sa chair, est le véritable cadeau qu'il lui avait préparé. L'éclair bleu était prévisible. La fureur était prévisible. Le moment où il se croirait vainqueur était prévisible. Le poison neurotoxique du basilic, un venin conçu pour tuer des êtres mythiques, commence son travail. Han Gong-sok a vécu ce jeu infernal des dizaines de fois, mais c'est une première, des coups qu'il n'avait jamais anticipés. Une stratégie qui dépasse son expérience accumulée sur d'autres mondes. Sun-woo n'est pas un joueur, c'est une variable. Rassemblant ses dernières forces pour un effort désespéré, il admet l'évidence. Song-woo a été une épine dans le pied comme personne avant, mais avant qu'il ne puisse activer quelle que soit sa dernière carte, une lance transperce sa poitrine. C'est le lancier Kyunsu ou l'un des siens. La lance n'est pas qu'une arme physique. Au contact de sa peau, elle active un champ respiratoire, un four à mana qui cuit l'adversaire de l'intérieur. Han Gong-sok est rôti jusqu'au croustillant. Song-woo ne
regarde pas, il savait qu'il ne pouvait accorder aucun répit. Il a tout mis dans cette dernière séquence. La notification système apparaît éclatante et définitive. N'Geng-sok est mort. Il flotte dans le non-espace qui suit la défaite. Il a perdu contre un nécromancien. Mais ses yeux, au lieu de se voiler de défaite, s'illuminent d'une excitation malsaine. Sun-Woo est maintenant un vrai pro et le vrai jeu peut commencer. Sa carte cachée, sa récompense de quête ultime pour avoir joué le rôle du fléau, se présente à lui. S'il détruit ce monde de fond en comble, alors les opérateurs, les parieurs derrière le système n'auront d'autre choix que de l'accepter. Sa défaite contre Sun Woo n'était qu'un préliminaire. Sa vraie victoire, c'est l'anéantissement total. Et après cela, il se fondra dans leur société. Le corps de Han Gang-sok flotte dans les airs, une masse inerte qui ne devrait plus représenter aucune menace. Mais Sun Woo le sait, il le sent. Ce n'est pas un adversaire qui tombe aussi facilement. Une main démoniaque émerge alors de la poitrine du cadavre, déchirant la chair comme un simple tissu. La notification qui suit est adressée à tous les joueurs à proximité. La véritable forme du boss monstre, le roi démon, vient d'apparaître. De l'autre côté, dans les profondeurs, Ji-Soo-yoon et Isabella ont atteint le fond. Le silence d'Isabella est lourd. Elle confie au roi de la grande chaîne de montagne la même torture mentale qu'elle subit, des voix qui ordonnent de tuer, des murmures parasites évoquant des cybercafés, des souvenirs qui n'appartiennent pas à un monstre. Isabella pose alors la question cruciale à Ji-Soo-yoon. Existait-elle dans ce monde depuis le début? La réponse est non. Il vivait des vies ordinaires. Puis le jeu a commencé sans prévenir. Pour Isabella, son rôle était donc clair. Obstruer, tuer, la confusion la submerge à nouveau. Pourquoi penser? Pourquoi douter? Elle n'a qu'à tuer. La voix du système reprend le dessus, écrasant sa volonté naissante. Ji-Soo-yoon tente de la raisonner, lui parle de résistance, de liberté, mais une présence interrompt leur échange. Lei Wei est projetée jusqu'à elle. Elle était en train de combattre Grace, voulant l'empêcher d'interférer dans le duel entre le nécromancien et le roi démon. Maintenant, tout le monde est réuni. Grace, furieuse, voit la présence d'Isabella et l'interprète comme une capture par la faction de l'arbre au monde. Ji-Soo-yoon se place en bouclier. C'est à ce moment qu'Isabella agit. Elle apparaît derrière Ji-Soo-yoon. La jeune femme a baissé sa garde. Elle est déjà touchée. L'indice est sous ses pieds, une ombre épaisse et gluante qui l'enserre soudain. C'est la compétence d'ombre de Bibona. Ji-Soo-yoon est traînée vers les ténèbres avant même d'avoir pu réagir. Grace s'éloigne, certaine de la revoir si elle survit. La notification confirme le piège, chaîne de l'ombre. Ji-Soo-yoon tombe, incapable de sentir l'approche de l'assassin. Au fond de l'abîme, une lumière étrange perce les ténèbres. Et de cette lumière surgit Bibona. Son côté lui fait encore mal à cause du coup qu'elle lui a porté plus tôt. Il va la déchiqueter. Une pluie de couteaux d'ombre plonge vers elle, impitoyable. Pendant ce temps, Sun-Woo fait face à la matérialisation du cauchemar. La forme réelle du roi démon est d'un niveau supérieur à tout ce qu'il a affronté dans le monde souterrain. L'adversaire ne lui laisse pas le temps d'analyser. 2 sphères chargées de foudre sont lancées dans son dos. L'attaque est titanesque, balayant ces gigantes et le forçant à une retraite précipitée derrière ses morts-vivants. Sun-Woo analyse la nature de l'attaque. Ce n'est pas le pouvoir du roi démon, c'est l'attribut d'une divinité du tonnerre comme Zeus ou Thor. Identifier la source divine serait la clé pour une contre-mesure. Mais le temps manque. Son esprit calcule les options à une vitesse folle. Trouver une ouverture, utiliser la coupe céleste ou envisager l'option finale, la mort ancienne. Il fait défiler mentalement les spécifications de cette compétence maudite. C'est un pari absolu. Il n'a pas le loisir de réfléchir plus longtemps. Han Gang-sok, pilotant la forme du roi démon, le rattrape. Sun-Woo active le déplacement d'ombre au dernier moment alors que des mains démoniaques s'apprêtent à le déchirer. Dans ces conditions, il le sait, il sera rattrapé avant de trouver la moindre faille. C'est alors qu'un nouveau trou s'ouvre dans la réalité du donjon, des flammes jaillissent d'une chaleur familière. Elles se dissipent et une silhouette en émerge. Isabella, mais quelque chose a changé. Le collier de gardien du dragon, ce symbole de son asservissement, a disparu de son cou. Sun-Woo a une pensée instantanée pour Ji-Soo-yoon. Han Gang-sok, lui, exulte. Isabella est saine et sauve, ses échecs et mat, annonce-t-il au nécromancien. Isabella se prépare à attaquer. Ses muscles se tendent, l'énergie draconique converge. Le souffle va partir. La cible est toute désignée. Le coup part et frappe Han Gang-sok en plein visage. L'impact est si violent qu'il projette le roi démon à travers les airs, pulvérisant tout sur son passage. Han Gang-sok, sous le choc, ne comprend pas. Sa tête devrait être remplie de leur voix. Elle lui ordonne constamment de le suivre, de tuer les joueurs. La trahison est impossible. Il n'a pas le temps de reprendre ses esprits. Isabella ne lui en laisse pas. Elle inhale profondément et un
souffle de dragon d'une pureté écarlate explose de sa gueule. La déflagration perce directement le château du roi dragon, vaporisant des pans entiers de la structure démoniaque. Songu, même à distance, ressent la chaleur insoutenable. Un coup direct avec une telle puissance. Il ne tiendrait pas longtemps lui-même face à cela. Il lui fait remarquer que son collier a disparu. Isabella répond que Songu est toujours là. Il y a quelque chose de plus ancien, de plus résistant que le collier qui reste bien serré. Elle ne l'avait même pas réalisé. C'est la prise de conscience de cette chaîne invisible qu'il a décidé. Elle ne sera plus utilisée comme un outil. Songu comprend. Elle a contourné le système exactement comme le roi de la grande chaîne de montagne. Elle a trouvé une faille dans sa propre programmation. Mais Isabella le met en garde. Ne pas baisser sa garde. Han Gong-seok n'est pas quelqu'un qui meurt aussi facilement. Le château du roi démon, manifestation de son autorité, est toujours intact. Elle a raison. Au loin, dans les décombres fumants, quelque chose brûle d'une flamme noire et violette et quelqu'un les regarde. L'autre côté du champ de bataille est un enfer de coordination. Anno et le procureur sont submergés mais ils tiennent. Les sbires du roi démon ne chargent plus en horde désordonnée. Ils attendent, ils guettent. Il tente des embuscades. Anno aperçoit une lueur au bout du couloir. Une sortie peut-être. C'est un piège. Les monstres jaillissent précisément de cette lumière, coupant toute voie de repli. Le procureur le remarque aussi. Leur comportement a changé. Ce n'est plus une marée aveugle. C'est une chasse. Et une chasse nécessite un chasseur. Les monstres s'écartent. Derrière eux, une silhouette à 4 bras émerge de l'ombre. Paolo. Il tente la provocation basique, traitant Anno de nain. La réplique de Anno est un chef-d'œuvre de contre-attaque psychologique. Il vise directement l'ego du colosse, évoquant une perte de virilité due aux stéroïdes. L'irritation immédiate de Paolo valide le coup. Anno vient de prendre le contrôle émotionnel de l'affrontement. Il informe le procureur qu'il va s'occuper de ce type. Le procureur, un instant, revoit le Anno d'avant. L'homme de l'ombre, le créateur d'ambiance, celui dont on doutait au combat. Le Anno d'aujourd'hui se tient droit. C'est un pilier. Le procureur donne ses ordres, les croisés tiennent la ligne, tout le monde perce vers la sortie. Il laisse Anno face à son duel. Paolo ricane. Il rappelle à Haro comment il l'a assommé auparavant. Haro ne nie pas, il l'affirme. C'était partie intégrante du plan. Puis il agit. Il jette tous ses boucliers sur le sol. Un geste absurde face à un spécialiste de la défense. Sauf que Anno a longuement réfléchi à ce problème. La solution n'est pas un bouclier plus solide, c'est de ne pas utiliser de bouclier du tout. Paolo se prépare, demandant à voir ses atouts si rapidement. Anno sort ses atouts, une multitude de canons. Il présente à Paolo un produit de la civilisation. La première salve est un coup de massue. Les boulets frappent en plein vol, un coup critique explosant sur le visage de Paolo. Le sang gicle. Une main est pulvérisée, mais le colosse tient, hurlant que 4 boules de métal ne suffiront pas. La seconde salve, Paolo la voit venir. Ses réflexes de combattant aguerri entrent en jeu. Il dévie les projectiles avec une facilité démoniaque. Sa vision est son arme, alors Anno l'en prive. La compétence lumière sainte flash. La vision de Paolo est entravée, brûlée par le sacré. Dans cette cécité momentanée, une nouvelle volée de coups de canon le frappe de plein fouet. La surprise de Paolo est palpable. Une classe de prêtre, il pense à une classe 4 étoiles, un noble paladin hybride. La réponse de Anno est un chef-d'œuvre de subversion. Il n'est qu'un voleur, une classe hybride jugée merdique par la méta du jeu. Paolo ne peut y croire. Anno prouve ses diables. Il active la furtivité et disparaît. Le voilà voleur. Il réapparaît dans l'angle mort derrière Paolo. La session de tir rapide reprend, enflammée, remplissant le corps du colosse de plomb. Anno ne se cache plus. Il est l'artilleur furtif. Le prêtre des balles perdues. Pendant ce temps, à l'extérieur, la bataille fait rage. Les aéronefs contiennent l'assaut, mais le ciel se déchire. Des portes vers le royaume de l'enfer s'ouvrent partout. Maître Air sent le danger. Le lanceur Kyungsoo signale une anomalie sous le château. Une fenêtre de quête s'impose à tous. Rouge sang et gravé de runes infernales. Quête de catastrophe, la descente du seigneur démon. Type optionnel. Objectif inconnu, récompense. Inconnu, description, la colère du roi démon a été provoquée. Son vrai corps descend, sa rage incontrôlable balayera le monde. Faites votre choix. Le choix est brutal, cynique. Jurez allégeance au roi démon pour survivre sous son règne. Et chaque serment, chaque lâcheté lui confère directement de la puissance. Le système pousse à la trahison collective, transformant la peur en carburant pour l'ennemi. Kyungsoo le comprend. Cette annonce est mondiale. Il ne se cache même plus. Ce sont tous des survivants de ce jeu. Personne n'acceptera de se mettre enchaîné. Presque personne. Une notification différente atteint Songu. Si des conditions spéciales sont remplies, il peut gagner le privilège de héros. Le cliché ultime du système se met en place. Le roi démon d'un
côté, le héros de l'autre. Songu ignore les conditions, mais le jeu est lancé. Le château du roi démon explose de l'intérieur, vomissant de la lave. Sunwoo et Isabella sont extraits de justesse. Le sol tremble, les portails de l'enfer déversent leur essence. Le sol se déchire, formant un immense brasier. Puis une main émerge, une main de la taille d'une montagne. Le roi démon se hisse hors des flammes. Sa forme complète est une abomination titanesque, avec des portails de l'enfer greffés à même sa chair. Une notification mondiale claironne l'apparition du boss mondial. La faction de l'arbre du monde semble minuscule. Han Gangsok a transcendé toute catégorie de joueurs. À ce stade du récit, tu lui fais confiance, toi? Le vote pour le serment de loyauté se termine. Sunwoo retient son souffle. Le niveau du roi démon devait augmenter avec chaque vote de soumission. Le résultat s'affiche. 8,8% de loyauté, 91,2% de refus. Le seuil minimal de 10% n'est pas atteint. Aucun effet n'est appliqué au roi démon. Songu a raison, seuls des fous auraient voté pour cette chose après l'avoir vu. Le plan du roi démon échoue. Mais où est passée la puissance de ces votes? Le système envoie un message de félicitations au monde entier, surmonter la peur et s'unir en un seul. Le taux d'opposition a dépassé la moitié. Le héros programmé est apparu. Pour Sunwoo, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Compétences acquises, privilèges du héros. Type passive active. Coût en mana 0. Effet passif, toutes les statistiques plus 20. Dégâts subis du roi démon et de ses lieutenants réduits de 50%. Effet actif. Sélection d'alliés. Le héros peut choisir 4 compagnons. Le nécromancien solitaire n'existe plus. Songu est désormais le point focal, le bœuf vivant de l'humanité résistante. La guerre privée devient guerre mondiale. Et il tient dans ses mains le pouvoir de désigner ceux qui se battront à ses côtés pour l'assaut final. La quête se verrouille. Alliance héroïque. Manifestation de l'épée sacrée. Les notifications défilent dans l'esprit de Sunwoo, mais il n'a pas besoin de les lire pour en comprendre le poids. Tous les joueurs alliés à moins d'1 kilomètre de ses compagnons reçoivent un boost significatif de 8 points dans leurs statistiques. Une aura tangible émane désormais de son groupe, un bastion de puissance au milieu du chaos, et l'épée, une attaque qui portera l'aura sacrée, infligeant des dégâts supplémentaires de 2000% exclusivement au roi démon. L'outil parfait pour l'exécution. La quête lui demande de sélectionner des alliés, comme dans les vieux RPG. Songu n'a même pas à chercher. Les personnes qu'il souhaite choisir sont déjà là. Son seul espoir à présent est qu'aucune d'entre elles ne soit encore morte. Pour Jizo-Yoon, cet espoir est sur le point de s'éteindre. Elle est piégée dans le domaine d'ombre de Bibona, un espace où même les guerriers énergars ne répondent plus à son appel. 8 clones d'ombre l'attaquent simultanément. La logique est simple, terriblement simple. Trouver et éliminer le corps principal pour briser le domaine. Le problème, c'est que les 8 sont identiques. Aucun indice, aucune faille visible. Bibona le lui rappelle avec une condescendance tranquille. Elle ne fait que parier sa vie sur une chance. Une lame d'ombre entaille le visage de Jisoo. Une autre suit. Les dégâts s'accumulent. Une défense parfaite ne suffit pas contre 8 assaillants. La mort n'est qu'une question de secondes. L'arrogance de l'ennemi est le premier temps. Il lui propose d'abandonner pour une mort propre. Le retournement se produit dans l'esprit de Jizo-Yoon. Ce n'est pas la première fois qu'elle affronte un combat sans issue apparente. La logique du désespoir, elle la connaît. Si elle ne peut pas esquiver toutes les attaques, si les dégâts vont fatalement s'accumuler, alors il ne reste qu'une seule variable à contrôler, le timing de sa contre-attaque. Même si elle meurt, elle doit entraîner l'ennemi avec elle. Elle se jette en avant, abandonnant toute défense. Les lames d'ombre la transpercent, lui sectionnant une main. La douleur est atroce, mais c'était un leurre. Ce sacrifice attire le vrai Bibona qui surgit pour porter le coup de grâce. C'est le moment que Jiso-Yoon attendait. La main qui lui reste serre son épée. Elle active une compétence que même elle ne comprend pas entièrement dans la frénésie du combat. Déviation. La fenêtre système s'affiche dans son champ de vision. Synergie personnelle débloquée, guerrière à un bras. Condition, une épée équipée sur un seul bras. Effet, probabilité de 88% que la première attaque soit jugée comme une déviation. L'avantage caché est payé au prix d'un membre. L'attaque traverse Bibona comme un chiffon. Le domaine des ombres se dissout. Jiso-Yoon en sort, mais sa conscience vacille, noyée par une perte de sang sévère. Elle a gagné, mais elle meurt. De l'autre côté, la victoire a un goût différent. Anno regarde Paolo terrassé. L'arrogance initiale du colosse s'est évaporée. Je ne peux pas croire que j'ai perdu contre un imbécile comme toi, marmonne-t-il. Anno, avec ce cynisme sec qui lui sert d'humour, enfonce le clou. Tu es né à la même époque que moi, mais tu as perdu ta virilité et maintenant tu perds aussi le combat. Le face-lapping est complet de l'arrogance au retournement, puis à cette réaction d'impuissance rageuse, le procureur ordonne de sécuriser la sortie. La priorité est de bouger. C'est alors que Li Wei arrive en courant, Jiso-Yoon inerte sur son dos. Elle a besoin d'un prêtre de niveau 4 ou plus. Anho examine la blessure, son visage se ferme.
Ses capacités de guérison ne suffiront pas à la maintenir en vie. Il faut retourner à l'aéronef. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un mur du château explose. Le roi de la grande chaîne de montagnes émerge de la poussière. « Calmez-vous », dit-il. Son regard se pose sur Ji-Soo-Yoon. C'est la première fois que je la vois blessée ainsi. Il y a une étrange solennité dans sa voix. Il sort un pot, verse une liqueur violette et nauséabonde dans une tasse. L'objet a un rang mystique. Son nom, Rancœur. Liqueur infusée de l'esprit de la montagne et des âmes des morts. Une seule gorgée augmente considérablement l'affinité spirituelle et elle peut réveiller la qualification d'un chaman, un pont entre les mondes des vivants et des morts. La description est un poème énigmatique. Elle incarne à la fois la vie et la mort. Peut-on comprendre toute chose avec une seule gorgée? Ce n'est pas une potion de guérison, mais le roi l'a fait boire à Ji-Soo-Yoon. La conscience de Ji-Soo-Yoon dérive. Elle flotte dans un espace liminal entre la vie et la mort. C'est la deuxième fois. La première était à Valhalla. Ce lieu est différent. Une voix résonne, ancienne, impossible à genrer. Enfant, tu n'es pas encore mort. Traverser cet entre-deux à 2 reprises, quelle curiosité! Tu as enduré un voyage pénible, mais à cause de cela, tu as désormais la qualification pour relier les 2 mondes. Retourne et remplis ton rôle. Une notification s'inscrit dans son être. Certaines conditions ont été remplies. L'attribut de chaman est accordé à la Valkyrie. Ses yeux s'ouvrent. Le premier visage qu'elle voit est celui de Hanno, monstrueux et baigné de larmes. Son bras sectionné a été réattaché, la chair déjà ressoudée. Le roi lui explique sobrement. La liqueur, la régénération. Ji-Soo-Yoon le fixe, les yeux pleins d'une suspicion aiguë. Elle le remercie, mais traverser la mort 2 fois est loin d'être agréable. Comment a-t-il toujours exactement ce dont elle a besoin? Quel chemin cherche-t-il à lui faire payer? Le roi recule légèrement sous son regard. Il ne peut pas répondre, c'est un secret. Mais il lui lance une information cruciale, une clé pour toutes ses questions futures. Les voix dans ta tête, ce ne sont pas simplement des commandes du système. Il coupe court. Il est temps de bouger. Les choses deviennent chaotiques à l'extérieur. Ils doivent se diriger vers le nécromancien. Le prochain mouvement va définir toute la suite. Tu vois où ça mène? À l'extérieur, le chaos est une sous-estimation. Les ondes de choc libérées par le roi démon dans sa forme titanesque pulvérisent les aéronefs qui s'approchent trop. Ceux qui survivent tirent de toute leur force, mais l'intensité énergétique près de l'ennemi est trop élevée. Ils ne peuvent que battre en retraite, esquiver. Le lancier Kingso et le maître Earth observent, impuissants. Earth le dit, seul Songu peut faire quelque chose maintenant. Kingso rappelle que la légion de Songu a déjà été anéantie 2 fois. Sun-Woo calcule. La logique du champ de bataille est claire. Envoyer de petits sbires ne percerait pas cette défense. Il lui faut une seule opportunité. Un coup critique porté en un seul mouvement. Il donne ses ordres à Isabella. Il va retenir les attaques de Han Gang-sok. Pendant ce temps, elle doit concentrer tout le pouvoir de son souffle du dragon sur sa tête. L'objectif est de le lier ne serait-ce qu'un instant pour faire exploser la cible. Le plan se met en œuvre. Songu lance des vrilles d'arbres tourbillonnantes qui jaillissent du sol visant à enlacer le colosse. Dans le même temps, ces gigantes se ruent en avant, distraction massive. Han Gang-so réagit. Des tentacules de chair et d'énergie destructrice balayent les gigantesses. L'orgueil du roi démon le pousse à les écraser sans retenue. C'est cette brève concentration, cette dépense d'énergie qui crée une fenêtre. Les ondes électriques intenses et l'éclat de l'attaque brouillent brièvement la vision du monstre. Ce temps calculé au centième de seconde suffit à Isabella. Elle déclenche son attaque. Le souffle du dragon se condense dans sa gueule, un point de lumière écarlate qui aspire toute chaleur autour de lui avant de se projeter en un rayon de pure annihilation. La porte de l'enfer s'ouvre et engloutit le rayon écarlate sans effort. Han Gang-sok, désormais roi démon, n'a même pas bronché. C'est à ce moment précis que le terrain se soulève. Hanno émerge porté par sa tortue divine. Son entrée n'a rien d'un coup de théâtre hasardeux. C'est une manœuvre défensive calculée. Il informe les survivants qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Son ordre est clair, se rassembler autour de lui. La tortue divine active alors son domaine, une zone yin qui encapsule la position. À l'intérieur de ce dôme d'énergie froide, les vagues de feu et les décharges électriques perdent toute leur morsure. Un îlot de calme au cœur de l'enfer. Le procureur, saisissant immédiatement l'avantage tactique, ordonne à ses mages et porteurs de boucliers de renforcer la barrière. La logique est imparable, avec une défense aussi solide, il pourrait même contre-attaquer. Le roi démon, lui, n'apprécie pas les obstacles. Un unique rayon de foudre direct s'abat sur le dôme. L'impact fait immédiatement craquer la surface, des fissures sinueuses parcourant la barrière. Hanno réalise la vérité. Ils ne se sont pas mis à l'abri. Ils se sont peut-être enterrés vivants. Mais l'attention du colosse est déjà détournée. Le ciel se déchire en de multiples points. Des hyperguides s'ouvrent les unes après les autres. La flotte du serveur américain fait son entrée fracassante dans le conflit. Et ce n'est pas tout.
D'autres nations suivent, ouvrant leur propre portail. La vision devient claire. Après avoir réglé leur crise interne, presque toutes les factions du jeu convergent vers ce point unique. Cette marée de renforts change l'équation. Pour Sun Wu, ce n'est plus un simple espoir, c'est une certitude tangible. Jonathan résume l'enjeu pour tous. Une défaite ici signifie la fin de leur monde. L'objectif est désormais un, s'unir pour vaincre. Le combat n'est plus Sun Wu contre le roi démon, c'est le monde entier contre le système corrompu. Sun Wu rejoint alors Anno et les élites. Anno souligne le timing parfait de cette arrivée. Sun Wu n'est plus seul et il le prouve immédiatement. Il pose sa main sur Anno, déclenchant un privilège caché, le bonus du héros pour le compagnon sélectionné. Une fenêtre de statut invisible pour tous sauf pour eux s'illumine. Les chiffres de Anno, du procureur, des élites choisies par Sun Wu grimpent en flèche. Ce n'est pas une simple augmentation. C'est une transcendance temporaire, une injection de puissance pure directement issue du titre de héros que le monde a accordé à Sun Wu. Le désespoir se mue en une force neuve, aiguisée pour l'assaut final. Le procureur sent la différence. En tant que compagnon du héros, il est prêt. Sun Wu expose alors le plan. Une analyse tactique froide. Le corps du roi démon est trop massif et les portails dimensionnels qui l'alimentent le rendent presque invulnérable sur ses flancs. La cible est donc unique, son visage. Leur rôle à tous est de créer une brèche, une ouverture, ne serait-ce que pour un instant. Car Sun Wu détient l'arme de la fin. L'arc de 1000 livres et la flèche de 1000 livres, l'objet légendaire désigné comme tueur de dieu. Son effet est déjà catastrophique. Mais Sun Wu possède un multiplicateur caché. S'il imprime la flèche avec l'énergie de son épée sacrée, il pourra infliger 20 fois plus de dégâts au roi démon. Même l'arbre monde pourrait facilement y succomber. Sun Wu dit à tout le monde de se préparer car il s'apprête à passer à l'action. Jizo Yun est la seule à paraître un peu mal en point. Hao tente d'informer Sun Wu qu'elle a beaucoup souffert, mais Jizo Yun l'interrompt et informe Sun Wu qu'elle va bien maintenant. Après l'avoir entendu, Song Wu leur dit de se mettre en mouvement, car le ton ne leur est pas favorable. Mais Ji Su-yun semble toujours focalisée sur quelque chose. Elle se demande pourquoi la faux du faucheur de Song Wu brille. C'est comme si elle l'attirait vers elle. La comtesse vampire du serveur coréen ordonne à ses membres du clan de former leur rang. Ils avancent comme un seul homme, éliminant tout obstacle sur leur passage. Pendant ce temps, Han Gang-sok continue de détruire des petits groupes de joueurs les uns après les autres à l'aide de ses faisceaux électriques. Finalement, certaines attaques de Han Gang-sok sont bloquées par quelques aéronefs. Jonathan dit que les objets défensifs, les batteries de mana et les totems, ils ont tout partagé, tout ce que l'humanité possède, sans rien retenir, même le roi démon ne pourra pas les abattre aussi facilement. Ils doivent simplement maintenir la formation sans charger en avant et en même temps, ils doivent continuer à bombarder le roi démon. Leur véritable objectif est de donner aux nécromanciens une chance de frapper le roi démon. Les deux camps donnent tout ce qu'ils ont, mais les pertes du côté des joueurs s'accumulent à chaque seconde qui passe. Sun Wu dit qu'à présent, ils doivent approcher cette chose quoi qu'il arrive. Le procureur lui demande s'il a un plan. Haro leur rappelle que cela tire un faisceau de destruction. Dès que quelque chose entre dans sa portée, Sun Wu dit qu'alors ils endureront le faisceau et perceront. Haro lui demande s'il a même un bouclier et comment comptons-nous survivre à ce faisceau. Song Wu dit qu'il croit en Nao et qu'il peut bien s'en sortir. Sur ces mots, Song Wu charge en avant-tout en saisissant Nao. Nao tente de se libérer mais ses mouvements sont complètement restreints. Song Wu pense qu'ils doivent se rapprocher et créer une ouverture pour porter un coup. Man Kong-so crie à Song Wu, affirmant que quoi que tu fasses, tu ne peux pas arrêter la mauvaise fin. Parce que ce jeu n'a jamais eu de fin heureuse au départ, ils n'ont même jamais créé une telle chose. Tout ce que tu fais est sans signification. Sung Wu connaît bien les mauvaises fins dont parle Han Gang-sok, car il a déjà été témoin d'un tel monde envahi par les démons. En fin de compte, peu importe combien ils résistent, cela pourrait être leur destin. Mais si la reddition mène à ce résultat, alors ils préfèrent mourir en résistant, même si cela est sans signification. Sur ces mots, Hanno et Sun Gu se préparent pour une percée. Dès qu'ils entrent en portée, Hanno invoque la tortue divine pour bloquer le rayon de destruction du roi démon. La scène est maintenant prête pour une bataille intense et décisive. Hanno invoque la tortue divine pour bloquer le rayon de destruction du roi démon, créant ainsi une ouverture pour une bataille intense et décisive. Mais Hanno reçoit un message d'avertissement, l'informant qu'il a dépassé la limite et que l'incarnation de la tortue pourrait être détruite. Sun Wu demande à Hanno s'il peut tenir un peu plus longtemps et Hanno répond qu'il est certain de mourir bientôt, mais qu'il lui reste une carte cachée. Hanno libère une partie de sa puissance réprimée vers le roi démon, mais Han Gang-sok parvient facilement à l'arrêter en utilisant la porte de la dimension de l'enfer.
Sun Woo ordonne au chevalier de la mort Min-Sok et à la Lich Victor de s'occuper de Hanno et de leur dragon principal, tandis que Sun Woo lui-même s'infiltre dans l'ombre grâce au déplacement ombre. Grâce aux récentes actions de Hanno, le roi démon montre une ouverture. Sun Woo se rapproche autant qu'il le peut grâce au mouvement de pas d'ombre. Il utilise ensuite le prédateur d'hiver sur la main de Han Gang-Sok. Les tentacules autour de Han Gang-Sok tentent de transpercer Sun Woo, mais Sun Woo recule en ordonnant aux esprits de s'occuper des tentacules. Ji So-yoon profite de cette distraction pour se rapprocher et cibler la main déjà gelée de Han Gang-Sok. Son attaque est assez efficace et maintenant l'attention de Han Gang-Sok est tournée vers elle. Elle doit fixer le regard du roi démon sur elle afin de créer une ouverture pour ses alliés. Ji So-yoon invoque tous ses guerriers Eneriar et déchaîne une pluie d'attaques sur le roi démon. Cela crée une ouverture pour le procureur et ses unités d'élite qui chargent vers le roi démon. Ils y vont à fond, mais le roi démon est encore bien au-dessus de leur rang. Certains guerriers d'élite sont anéantis par le rayon de destruction du roi démon. Le procureur est furieux, mais tout le monde savait déjà que la plupart d'entre eux ne survivraient pas face au roi démon. Sun Woo observe toute la tentative de raid sur le boss depuis une distance sûre. Il sait que leurs attaques fonctionnent, mais il n'est pas sûr de devoir tirer le tueur céleste maintenant. Tout à coup, il réalise que le regard de Han Gang-Sok est toujours fixé sur lui et qu'il pourrait esquiver cette attaque surprise aussi. Il a besoin d'une chance encore plus claire pour détourner toute son attention. Isabella s'avance et recommence à utiliser son souffle de dragon. Le souffle de dragon parvient finalement à atteindre un côté de la tête de Han Gang-Sok. Le côté touché est réduit en morceaux. Toutes les forces alliées concentrent leur puissance de feu sur ce côté brisé. Sun Woo est heureux qu'ils y soient enfin parvenus. Avec un côté de son visage détruit, le roi démon n'aura pas le temps de cibler Sun Woo tout de suite. Sun Woo se prépare à utiliser son arc céleste, mais un message d'avertissement apparaît, informant qu'un certain temps s'est écoulé depuis l'apparition du roi démon. L'apocalypse de calamités maléfiques provenant du domaine du roi démon commence maintenant. Tout le monde est pris au dépourvu alors que ce message d'avertissement surgit de nulle part. Le ciel au-dessus d'eux commence à se remplir de nuages sombres. Les nuages montrent un avertissement de foudre dissimulé en eux. Après quelques secondes, une nouvelle vague d'attaque arrive. Tout le champ de bataille est frappé par une quantité incroyable de foudre. Ces éclairs détruisent la plupart des unités aériennes en un instant. Cela ne fut pas du tout le cas, car le nombre de monstres tentaculaires surgissant du sol explosa. Cette compétence d'Armageddon était la carte cachée du roi démon. Ils eurent de la chance de pouvoir esquiver la foudre, mais la situation avait complètement basculé. Après un certain temps, Ji So-yoon aperçoit Miryu qui appelle à l'aide. Il s'avère que leur familier dragon a également été frappé par la foudre. Ji So-yoon se détend un peu car Miryu a survécu. Le chevalier de la mort Min-Sok et la Lich Victor sont dans un état critique, mais ils sont des morts vivants, donc Sun Woo peut facilement les soigner. Soudain, Ji So-yoon réalise que la faute du faucheur de Min-Sok brille également à son approche. Après un moment, elle comprend que cela doit être la puissance du chaman qui relie la vie et la mort. La condition pour manier la faute du faucheur était d'avoir vu la mort. Ji So-yoon ramasse la faux. Une notification s'affiche, l'informant qu'elle remplit les conditions spéciales et atteint un état de liche. Elle peut temporairement acquérir la puissance de Barry Degi. Un message d'avertissement apparaît, l'informant que son niveau n'est pas suffisant pour détenir deux puissances divines. Elle doit abandonner l'une de ses puissances divines. Pour l'instant, tout ce qu'elle peut farmer, ce sont les tentacules, mais ils donnent peu de points d'expérience. Elle doit trouver un autre moyen. Le lancier Kyangsu arrive avec d'autres joueurs de haut niveau. Il leur dit de charger les joueurs blessés sur les navires aériens restants. Ji So-yoon lui demande s'il existe un moyen d'obtenir un grand nombre de points d'expérience maintenant. Le lancier Kyungsu répond qu'il n'y a actuellement aucun autre moyen que de chasser des joueurs ou des monstres. Soudain, il se souvient qu'il existe des cartes d'expérience. Sun Woo en a déjà utilisé une, mais beaucoup de gens ont tendance à les garder. S'ils regardent autour d'eux, il devrait y avoir pas mal de personnes qui en possèdent. Ji So-yoon s'embrase en l'entendant. Elle informe le lancier Kyungsu de les récupérer immédiatement et elle remboursera ses joueurs plus tard. Ces éclairs furent très efficaces car ils inversèrent complètement la dynamique contre les joueurs humains. Sun Woo fut également touché par quelques éclairs. Sun Woo reçoit une notification indiquant que grâce à la coopération d'équipe, un effet de synergie a été accordé. Sun Woo n'est pas sûr de ce qui se passe en ce moment. Une notification de synergie s'affiche. Il s'agit d'une synergie cachée appelée conducteur de la mort. C'est une synergie de type classe spécifique. Elle nécessite 5 utilisateurs de magie de la mort au stade de lumière. Elle améliore une compétence exclusive aléatoire au rang ultime. Et le joueur gagne la compétence spéciale améliorée appelée puissance des 4 cavaliers de l'apocalypse. Sun Woo ignore l'identité de la 5e liche de son groupe. Le procureur l'appelle depuis derrière. Il informe Sun Woo que leur équipe d'assaut a été anéantie en un seul coup.
ils ne peuvent pas laisser leur mort en vain. Quoi qu'il en coûte, ils doivent vaincre le roi démon. Songu lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est son plan. Une notification apparaît indiquant que, suite aux conséquences de l'Armageddon maléfique, la zone occupée par le roi démon s'est formée pendant 20 minutes. La région détruite par l'Armageddon maléfique devient le domaine du roi démon. Sunwoo tente d'utiliser son pouvoir, mais il reçoit une notification indiquant que cet espace est un domaine divin régi par une puissance divine spécifique. Tout à coup, des tentacules surgissent du sol près d'eux. Sunwoo ne peut pas utiliser ses invocations ni ressusciter ses sbires. Ils doivent donc se battre seuls. Beaucoup de leurs camarades sont morts et certains sont dispersés, mais ils ne peuvent pas abandonner maintenant. La situation est critique et ils doivent trouver un moyen de vaincre le roi démon. Ils observent que le roi démon a été guéri par la puissance de la dimension de l'enfer, ce qui signifie que sa tête a été restaurée. Isabella, qui avait perdu face à l'assaut du roi démon, est maintenant confrontée à la colère de Grâce qui apparaît sur les lieux. Grace, furieuse contre Isabella pour les avoir trahis, utilise un objet consommable de rang mythique appelé Pierre d'origine, qui lui permet d'invoquer un roi élémentaire spécifique. Cependant, elle est prise au dépourvu par Li Wei qui l'attaque par derrière en utilisant ses esprits. Li Wei écrase la tête de Grace en bouillie et un objet en forme de sphère jaune tombe de son inventaire. Cet objet semble être très puissant et Li pense qu'elle peut enfin faire quelque chose d'utile contre le roi démon. Pendant ce temps, le roi démon continue de chercher des joueurs survivants et les électrocute à mort dès qu'il en trouve. Ce nounou pense que, à ce rythme, ils seront anéantis. Il doit détourner l'attention du roi démon seul afin de gagner du temps pour les autres. Une notification apparaît indiquant que la guidance des morts commence et que la porte vers le monde souterrain s'ouvre. Sunwoo ignore qui a ouvert cette porte, mais il se dit que cet endroit est toujours dans le domaine du roi démon et qu'auparavant, la porte vers le monde souterrain ne pouvait être ouverte que par l'autorité divine de Yama. Songu remarque une petite porte s'ouvrant vers le monde souterrain et les âmes des joueurs morts commencent à se rassembler quelque part. Cet endroit se révèle être près de Jiso-Yun qui reçoit une notification indiquant qu'elle a acquis le pouvoir de la déesse chamanique Baridegi. Avec ce pouvoir, Jiso-Yun peut utiliser la compétence maître de la guidance des morts qui lui permet d'ouvrir temporairement la porte vers le monde souterrain et de rassembler les esprits des morts à proximité. Jiso-Yun a déjà guidé 475 esprits vers le monde souterrain, mais elle est certaine qu'elle peut en rassembler davantage. Pendant ce temps, Songu est déterminé à utiliser la puissance divine de Yama pour vaincre le roi démon. Il parvient à créer un domaine à l'intérieur du territoire même du roi démon, ce qui choque ce dernier. Une notification apparaît informant Sungu que les deux domaines entrent en collision et que si l'un n'est pas fermé, les deux s'effondreront. Après un certain temps, l'espace finit par se briser et une notification d'avertissement apparaît, les informant que les deux domaines du château du roi démon et du monde souterrain s'effondrent. Songu est heureux car maintenant il s'agit d'un combat pur et il peut utiliser toutes ses compétences. Il invoque plusieurs légions à la fois, y compris les corps de prisonniers, les gigantes et les scellés. Une zone de 10 km autour d'eux a été déclarée terre de mort et une notification apparaît indiquant que la zone de 10 km se chevauche temporairement avec l'abîme. Cela active l'effet des parentés abyssales qui augmente les soldats de type mort-vivant, attaque et défense de 10%. Chaque minute, un nombre aléatoire d'au plus 5 zombies sans entrave de rang aléatoire apparaît. Une énorme tour squelettique surgit du sol, un immense saut d'invocation apparaît dans le ciel et une notification d'avertissement s'affiche informant tous les présents que l'être scellé est en train d'être invoqué dans la zone. Songu dit que c'est un cercle magique énorme et un énorme être scellé surgit du cercle magique. Il dit à Songu, tu m'as invoqué, alors dis-moi ton désir. Songu pointe du doigt le roi démon en demandant à l'être scellé s'il peut tuer cette chose. L'être scellé est un peu surpris que Songu demande si peu et il dit à Songu qu'il va lui accorder son souhait. Les chaînes entourant l'être scellé commencent à se briser une par une et une notification s'affiche informant Songu que Chrono sera décellé pendant seulement 100 secondes. Il sera scellé à nouveau après que les 100 secondes soient écoulées. Songu ne s'attendait pas à ce que l'être scellé soit le père de Zeus de la mythologie grecque. Chronos dit à Han Gong-sok qu'une créature misérable comme toi, assoiffée d'un pouvoir arrogant, tu es devenu quelque chose de grotesque, je vais te soulager de ta cupidité. Chronos ouvre un cercle semblable à une horloge et détruit facilement la tête du roi démon. Après cela, Chronos remonte le temps avant que le roi démon puisse utiliser une attaque de souffle et il prépare une lance. Il déchire ensuite un côté de l'épaule du roi démon et le roi démon riposte en utilisant une attaque de souffle. Mais Chronos remonte le temps jusqu'au moment où le roi démon n'avait pas encore utilisé l'attaque de souffle.
Son Wu pense que c'est là la véritable puissance digne d'un dieu. Chronos saisit le roi démon par la bouche pour qu'il ne puisse plus utiliser son attaque de souffle. Chronos se prépare à frapper le roi démon pour la dernière fois. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, une notification s'affiche informant l'expiration du décèlement des êtres scellés. Il est scellé à nouveau, et avant d'être scellé, Chronos avertit la créature arrogante qu'il a eu de la chance cette fois-ci. Sun Wu pense que si seulement Chronos avait une minute de plus, il aurait pu facilement écraser la gorge de Han Gong-sok. Mais une telle chance ne vient jamais deux fois. Dès que Chronos a été scellé, le corps de Han Gong-sok commence à se régénérer à nouveau. Son Wu dit qu'il ne peut pas continuer ainsi et il doit trouver un moyen de vaincre le roi démon définitivement. La bataille est loin d'être terminée et Son Wu doit utiliser toutes ses compétences et ses ressources pour émerger victorieux. La question est maintenant de savoir comment Sun Wu va réussir à vaincre le roi démon et si Chronos pourra être invoqué à nouveau pour l'aider. La suite de la bataille sera intense et il faudra attendre pour voir comment les événements se dérouleront. Pour l'instant, Sun Wu doit se concentrer sur la bataille en cours et essayer de trouver un moyen de vaincre le roi démon une fois pour toutes. Il ne peut pas se permettre de faiblir car la vie de ses alliés et la sécurité de son monde en dépendent. Le laisser se régénérer n'est pas une option. Son Wu ordonne donc aux Gigantesses d'agrandir les blessures du roi démon et de l'arracher avant qu'il ne puisse se réparer. Les Gigantesses doivent l'achever avant que ses bras et sa tête ne repoussent. Han Gong-sok, conscient de la situation, avertit le nécromancien de ne même pas penser à monter ici, mais il est déjà trop tard. Des créatures tentaculaires surgissent du sol pour entraver le mouvement de Son Wu et de ses sbires. Son Wu, qui évitait auparavant d'utiliser les cadavres des joueurs humains, n'a plus le luxe du temps et déclenche une explosion de cadavres sur leur corps pour détruire les tentacules. Son Wu forge des armes en os pour les gigantes et leur ordonne de restreindre les mouvements du roi démon. Han Gong-sok commence à utiliser des compétences défensives pour les empêcher de s'approcher. Han Gong-sok dit à Son Wu que son temps n'est pas encore écoulé puisqu'il lui reste encore un coup à jouer. Ji So-yun dit que le roi démon est actuellement trop occupé à se soigner pour pouvoir utiliser ses attaques par faisceau. Ji So-yun utilise sa compétence d'épée pour frapper directement le visage du roi démon. Lei Wei utilise sa compétence pour lancer plusieurs lances de scellement des fantômes vers le roi démon. Han Gong-sok est transpercé par elle et son mouvement est restreint. C'est maintenant le moment de Sun Wu qui prépare la flèche céleste des 1000 frappes. Sun Wu est déterminé à en finir d'un seul coup. Il va tout terminer une fois pour toutes. Mais avant que Sun Wu ne puisse complètement charger, le roi démon détecte sa présence. Il sait que Sun Wu ne prépare rien de bon, alors il tente de l'écraser en premier. La tortue divine de Hanno retarde l'attaque d'agression de Han Gong-sok. Hanno fait de son mieux pour retenir Han Gong-sok aussi longtemps que possible en utilisant sa divinité. Soudain, des tentacules surgissent du sol et leur aggro est fixé sur Hanno. Mais avant qu'il ne puisse blesser Hanno, Lei Wei utilise son esprit d'eau pour balayer les tentacules. Lei Wei a invoqué le roi des esprits à l'aide de la pierre d'origine et elle lui ordonne de lier le roi démon. Le roi des esprits frappe le roi démon avec toutes sortes d'attaques spirituelles de haut rang. Han Gong-sok sait très bien qu'ils tentent tous de gagner du temps pour Sun Wu, alors il reporte la récupération de son corps pour l'instant. Les lianes de l'arbre monde surgissent du sol et immobilisent le roi démon. Sun Wu sait que cela doit être l'œuvre du roi de la grande chaîne de montagnes et qu'il doit attendre la meilleure opportunité pour frapper. Sun Wu utilise son avantage de héros pour imprégner son arc d'énergie d'épée sacrée. Une notification apparaît l'informant que la puissance de l'épée sacrée a été appliquée à cette arme. Lorsqu'il frappe le roi démon, des dégâts supplémentaires de plus de 2000 seront infligés. Sun Wu est stupéfait après avoir vu quelque chose. Les monstres tentaculaires enserrent tout le corps du roi démon et il se transforme en pierre. Han Gong-sok est passé en mode défense et Sun Wu n'est même pas sûr que sa flèche céleste millénaire puisse percer cela. Tout à coup, une Isabella blessée se précipite vers Han Gong-sok. Elle dit à Sun Wu qu'elle va percer les obstacles et qu'il doit profiter de cette ouverture. Isabella utilise ses griffes pour déchirer les tentacules pétrifiés. Puis elle rassemble ses forces pour lancer une attaque de souffle de dragon. Cette attaque de souffle de dragon a été très efficace car elle a pénétré la couche défensive externe du roi démon. Même le cœur du roi démon est maintenant visible à l'œil nu. Han Gong-sok surgit du cœur et Sun Wu pense que peut-être c'est son vrai corps. Il tente à nouveau de protéger tout son corps avec des os. Hanno exhorte Sun Wu à l'achever avant qu'il ne puisse s'échapper. Sun Wu utilise l'assaut crépuscule pour se rapprocher un peu. Puis il active Tueur de Dieu et imprègne toute son énergie de mort dedans. Sun Wu dit que même toi tu ne peux pas esquiver ce tir à cette distance. Sur ces mots, Sun Wu lance la flèche céleste millénaire, ce qui provoque une énorme explosion.
Une notification apparaît l'informant que vous avez chassé le monstre boss mondial, la forme complète du roi démon, et que vous avez obtenu 700 millions de pièces d'or. Après cela, Songu est instantanément transporté dans un autre espace. Il pense qu'il a vaincu la forme complète du roi démon, mais il a aussi été tué car il était pris dans le rayon d'action de la flèche céleste millénaire. Songu n'est pas sûr si Han Gong-sok est mort à coup sûr ou s'il avait une autre résurrection. Une notification apparaît l'informant qu'il a été ressuscité grâce au commerce de classe nécromancien. Songu revient et il peut désormais voir le cadavre anéanti du roi démon. Soudain, il perçoit quelque chose à proximité. Il s'agit de Han Gong-sok. Celui-ci est également revenu à la vie grâce à la feuille de résurrection, mais il n'a plus aucune force. Han Gong-sok admet que c'était sa faute. Il pensait utiliser Songu pour éliminer tous les nuisibles, mais il a fini par créer le plus grand d'entre eux. Mais une chose est certaine, un message d'avertissement apparaît indiquant que cet espace est en train d'être scellé. Si vous ne vous échappez pas, vous périssez avec la bombe du roi démon. Tout le sang du roi démon commence à se rassembler en un point. Han Gong-sok déclare que une fois que vous serez mort, tout sera terminé. Songu répond que tous vos plans ont échoué et maintenant vous mettez fin à tout avec une autodestruction. Vous êtes vraiment un méchant jusqu'au bout. Han Gong-sok affirme qu'il ne mourra pas de cela. Ses commanditaires ont créé cette compétence finale à partir du corps du roi démon. Il ajoute qu'il n'est pas un méchant. Il est dans la même situation que lui. Nous jouons simplement des rôles différents sur un échiquier prédéterminé. Je suis le destructeur et vous êtes le protecteur qui échoue. Songu répond qu'il sait bien que vous n'êtes qu'un pion. Et il y a quelqu'un d'autre qui est à l'origine de tout cela. Mais cela signifie aussi qu'il n'est qu'à un pas de l'ennemi réel. Han Gong-sok dit que tu es probablement furieux que cela se termine ainsi. Cela lui fait aussi mal. Il dit que le jeu est sur le point de s'achever et si Songu a des questions finales, il lui dira ce qu'il peut, comme ce qui arrive aux joueurs lorsque le serveur atteint sa fin. Songu répond que c'est intéressant, mais il souhaite poser une autre question. Il demande à Han Gong-sok s'il sait ce qu'est une mort primordiale. Han Gong-sok n'en a aucune idée. Songu dit qu'il a posé la question parce que la compétence n'a aucune description, mais il semble que Han Gong-sok n'en sache rien non plus. Songu dit qu'il va simplement essayer de l'utiliser. Un message d'avertissement apparaît indiquant que la mort primordiale s'active dans cette zone. Le temps s'écoule extrêmement vite dans le filet de la mortalité. Sunwoo comprend alors que la mort primordiale était le temps lui-même. Le temps amène tout à la mort et tout dans la zone commence à vieillir à un rythme plus rapide. Sunwoo dit que c'était sa dernière ressource depuis le début. Han Gong-sok est quelque peu surpris car il pensait que Sunwoo avait toujours placé la survie au-dessus de tout. Mais maintenant, il va simplement vieillir et mourir avec lui. Sunwoo l'informe qu'il ne mourra pas car il sort une feuille de résurrection. Il s'agit d'une feuille de résurrection de rang spécial avec un emplacement désigné. À la mort, elle ressuscitera le joueur dans la ville de Suwon. Sunwoo dit à Han Gong-sok qu'il n'était pas le seul à avoir une feuille de résurrection. Sunwoo réfléchit que si sa mort est jugée comme une mort causée par une compétence, il se réveillera avant que la mort primordiale ne soit activée. Mais si elle est jugée comme une mort par vieillissement, il se réveillera comme un homme âgé et faible. Sonwoo dit que de toute façon c'est enfin terminé. Han Gong-sok n'est pas satisfait de cela car il a vécu comme un chien poursuivant tout. Il informe Sonwoo qu'il n'avait pas d'autre choix. Sonwoo peut encore protéger son monde mais il n'avait d'autre choix. Sonwoo se tient debout, les yeux fixés sur Han Gong-sok qui lui a révélé la vérité sur le jeu et les maîtres qui le contrôlent. Il sait que son monde est en danger, que les maîtres du jeu ne se satisferont pas de simplement le laisser en paix. Il doit prendre des mesures pour les arrêter, pour protéger son monde et les personnes qui lui sont chères. Sonwoo demande à Han Gong-sok quand les maîtres du jeu vont apparaître et Han Gong-sok lui répond que c'est maintenant, à cet instant précis où il se tient au bord de la fin. Sonwoo sait que cela signifie qu'il doit être prêt, qu'il doit être capable de les affronter et de les vaincre. Pendant ce temps, à l'extérieur, une énorme explosion a fait fondre tout ce qui entourait le corps du roi démon. Les drones de reportage ont capté l'intégralité de l'événement et le journaliste Anne informe les téléspectateurs de l'explosion massive provoquée par l'attaque du nécromancien et du coup final du roi démon. Le journaliste Anne dit que le nécromancien a disparu et que personne ne sait s'il est vivant ou mort. Le chauve dit que la faction de l'arbre monde possède encore du pouvoir, mais que leur unique leader unificateur est parti. Des centaines de factions vont commencer à rivaliser pour ce petit morceau de terre et le journaliste s'emporte en disant que le sale jeu de la politique est sur le point de commencer. Mais puis, à la grande surprise de tous, Sunwoo surgit d'un portail accompagné de sa monture dragon d'os. Le lancier Kyung-soo dit que Sunwoo est sorti du portail qui mène à Suwon et le maître Hearst dit qu'il savait que le nécromancien était vivant. Tout le monde est empli de joie car le nécromancien a gagné et ils ont vaincu le roi démon. Le lancier Kyung-soo demande à Sunwoo comment il a atterri à Suwon et où se trouve le roi démon.
Sun Wu lui répond que le roi démon est mort, mais qu'il pense qu'un problème plus important est apparu et qu'il est le seul à le savoir. Sun Wu a reçu une quête de type choix appelée les rites du vainqueur et il doit choisir une fin. La récompense varie selon le choix qu'il fera et il sait que cela aura des conséquences importantes pour son monde et pour les personnes qui lui sont chères. Il regarde les options et il sait qu'il doit choisir avec soin. Il peut choisir de devenir un héros, de sauver son monde et de protéger les personnes qui lui sont chères. Ou il peut choisir de devenir un vilain, de détruire son monde et de profiter de la souffrance des autres. Mais il sait que cela ne sont pas les seules options. Il peut choisir de refuser de jouer le jeu, de refuser de suivre les règles des maîtres du jeu. Il peut choisir de créer son propre chemin, de forger son propre destin. Et c'est là que tout change car Sun Wu décide de... Ce qui arrive dans la partie 2 remet en question tout ce qu'on vient d'établir.